Coucou, on se retrouve, nous sommes lundi 22 janvier. Je n'ai rien terminé ce week-end, mais j'ai attaqué 2 lectures et j'en ai poursuivi une. Je vais vous la faire rapide. Et comme ça, on aura une petite introduction. Donc, j'ai continué tranquillement la lecture du Héros des siècles de Brandon Sanderson, le tome 3 de Fils et Brume. Je suis à 53%. Je compte bien accélérer un petit peu, je pense, là, parce que j'aimerais bien qu'il ne traîne pas non plus trop longtemps, même si on n'est pas vraiment pressé en soi. Mais en plus, c'est hyper prenant, donc c'est très chouette. Franchement, c'est assez glauque, hein, il se passe des trucs un peu douteux, un peu dégueux, mais c'est hyper intéressant. On apprend plein de choses sur la manière dont s'est construit l'Empire et la manière dont surtout le Seigneur Maître l'a construit il y a 1000 ans, ce qu'il a gardé, ce qu'il a effacé et comment il a fait. C'est trop chouette, franchement c'est trop bien. Donc ça, je ne vais pas plus vous en parler parce que j'avance tranquillement et que par rapport au dernier point que je vous en ai fait, ça n'a pas tant évolué et de toute façon je ne peux pas vous parler des révélations. J'ai attaqué, je ne vous l'avais pas dit, Gagner la guerre, donc j'ai lu ça, oui c'est très peu. J'ai lu 4 chapitres en gros, ce qui représente 150 pages. Comme pour Janu Avera, je l'écoute à moitié en audio, à moitié je le lis. Et alors là je vous avoue que je suis un peu gênée parce que je pense pas que ce soit le cas dans les autres que j'ai lus de Jaworski, mais dans celui-ci on suit Benvenuto qui est une espèce de malfrat, qui fait partie de l'armée, qui fait partie d'une espèce de guilde, donc c'est la guilde des chuchoteurs je crois, et ce Benvenuto est un personnage extrêmement odieux et je pense que c'est fait à dessein mais c'est un peu gênant malgré tout parce qu'il est homophobe, parce qu'il est grossophobe, parce qu'il est raciste, il est insupportable, il passe son temps à faire des remarques de ce goût-là et j'avoue que j'ai du mal, franchement j'ai du mal. Ça n'enlève rien à la plume de l'auteur et à l'intérêt de l'histoire en soi, mais je me serais bien passé de suivre les tribulations d'un sale type, ou en tout cas de me retrouver à devoir lire à longueur de page des réflexions de ce type. Donc bref, je suis un peu mitigée sur cette lecture à cause de ça. Pour le reste, c'est hyper intéressant, même si pour le début on était beaucoup sur un bateau et beaucoup dans la guerre, ce qui n'est pas forcément ce que je préfère. Je sais que le livre s'appelle Gagner la guerre, mais je sais aussi que c'est normalement, enfin a priori de ce que j'en ai compris, beaucoup de politique. Et autant la politique ça m'intéresse, autant les passages de combat beaucoup moins. Donc on va voir ce que ça va donner, je ne sais pas, je vais continuer ça tranquillement. Ensuite, on a continué avec Pénélope, donc c'est Les Disparus du Pays Imaginaire. On est dans le dernier tiers, je pense qu'on peut dire, et ça se lit vraiment très bien. C'est vraiment parce qu'on n'a pas tellement eu le temps de lire, parce que vraiment, ça pourrait se lire très rapidement. C'est vraiment hyper fluide, c'est très chouette. Là, je vous avoue qu'on est à 2 tiers et qu'on a pour le moment aucun élément de résolution, donc je ne sais pas très bien où ça va aller. J'espère que la fin va pas être trop rapide, mais je pense qu'on va essayer de le terminer aujourd'hui avec Pénélope. Je ne sais pas si on va y arriver, mais on va essayer de le terminer assez rapidement puisqu'on doit enchaîner avec la lecture de La Maison Pâte de Poulet qu'on a reçue toutes les deux en service de presse. On doit aussi enchaîner avec Binti qui est une lecture commune qu'on voulait faire mais qu'on a décidé on a décidé du coup de rejoindre le Galactic Book Club. Donc il faudrait qu'on s'y mette. Et on doit aussi lire La Chute de Colis, je crois, donc le 3e tome de Rempart. Bref, beaucoup de choses à lire, mais ça c'est vraiment très chouette, ça se lit très bien, c'est assez glauque, un peu horrifique, un peu effrayant, ça fait vraiment le job. Je suis assez convaincue par cette lecture, ça me plaît plutôt pas mal, c'est pas non plus ultra révolutionnaire, mais franchement ça fait le job et ça le fait plutôt bien. J'aime assez comment sont représentés les personnages qu'on connaît, puisque c'est les personnages de Peter Pan, donc je trouve que Peter est assez réussi, je trouve que Wendy est assez réussie, ils sont bien modernisés, c'est plutôt chouette, il n'y a que le père de Wendy qui est réussi dans l'idée qu'on se fait de ce père, de ce qu'on peut voir de Disney. J'ai lu Peter Pan il y a un bout de temps mais je me rappelle plus très bien. Toujours est-il que le père aussi est réussi, mais alors il est très antipathique, hein. Je vous avoue que j'ai un peu de mal avec ce personnage. Mais soit, du coup on va continuer ça, on est vraiment dans quelque chose d'assez lent, c'est-à-dire que là on a quand même passé 2 tiers je dirais à poser tous les problèmes. Alors c'est bien réussi, hein, franchement ça se lit bien, c'est pas long, ça semble pas long. Par contre ce que j'ai peur c'est que la fin soit un peu rapide, donc je vous en reparlerai quand on aura avancé avec Pénélope. Et j'ai attaqué, comme je l'avais dit, la lecture qui m'a été choisie par Instagram. J'ai lu le prologue et un chapitre du livre de Phénix de Nnedi Okorafor, qui est le préquel de Qui a peur de la mort, mais qu'on peut lire séparément, et qui est assez
SF pour le moment. On est dans a priori une époque qui nous serait plutôt contemporaine ou un peu dans le futur, je ne sais pas trop, c'est pas tellement précisé. Et on suit des humains qui ont été modifiés et qui ont du coup un peu d'espèces de pouvoir, ou qui sont en tout cas pas comme des humains classiques. Et on suit notamment le personnage de Phoenix, ça prend son sens, qui est une femme qui a été créée, c'est un bébé qui a été créé, qui a un pouvoir, ou je ne sais pas comment dire ça, en tout cas son corps devient très très chaud. Ça prend son sens aussi par rapport à son prénom. Et là où j'en suis, en gros, elle vit dans une espèce de tour à Manhattan, d'où elle ne peut pas sortir. Elle est étudiée un peu comme un cobaye, et elle passe ses journées à lire des livres. Et elle lit très vite, puisque je me souviens plus le ratio, mais c'était genre 1000 pages par minute ou un truc du style. Donc elle lit beaucoup, 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 et donc elle est une espèce de, je pense, de mémoire vivante, je ne sais pas trop. Et en fait, ce qui se passe, et ça vous spoilera pas puisque vraiment c'est le début, c'est qu'elle va tout faire pour s'échapper de cet endroit qu'elle sent malsain et dans lequel elle n'est pas bien, elle est enfermée, etc. Et un de ses amis va mourir et ça va la motiver à s'échapper. Donc voilà, on en est là pour le moment, je ne sais pas où ça va aller, mais c'est plutôt chouette. Le prologue est beaucoup plus situé dans l'univers de Qui a peur de la mort. On retrouve un des lieux de Qui a peur de la mort, qui est une espèce de grotte remplie d'ordinateurs et de technologies du passé, a priori. Et ensuite, le protagoniste qui trouve cette grotte trouve justement le grand livre, donc le livre de Phoenix a priori, et voilà, donc c'est plutôt chouette, je pense que ça va très bien se lire, je vous en reparlerai dans tous les cas, et c'est tout ce que j'ai attaqué. Je n'ai pas attaqué mon service de presse, mais je pense que je vais peut-être essayer de terminer, enfin de lire ça d'abord, je ne sais pas, nous allons voir, je ne peux pas encore vous dire, mais en tout cas, pour le moment, on est sur une semaine de lecture qui démarre plutôt pas mal. J'espère que ça va s'améliorer, et que, ou alors qu'on va avoir un point de vue en contrepoint de ce personnage de Benvenuto qui va remettre un peu les choses dans l'ordre et qui va dénoncer le comportement et les pensées de ce personnage qui est vraiment odieux. Donc voilà, à un moment il se fait casser la gueule et je vous avoue que ça fait presque plaisir, presque, mais voilà. Soit, je vais vous laisser pour aujourd'hui parce que je voulais faire une intro courte et elle est relativement longue. Vous remarquerez que je me suis acheté un nouveau rouge à lèvres qui est exactement la couleur que je voulais. Je la cherche depuis des mois et c'est exactement la couleur que je voulais. Je voulais un rouge très pétant. Il est rouge très pétant, je suis très contente. Donc si ça vous intéresse, je l'ai acheté en solde chez NYX. Voilà, vous savez tout. Je vous fais des bisous. On se dit à demain, je pense. Coucou, nous sommes mardi 23 janvier et je reviens pour un point lecture. J'ai attaqué du coup le livre de Phoenix de Nnedi Okorafor que j'ai très bien avancé, en sachant que je l'ai vraiment attaqué aujourd'hui puisqu'hier j'avais dû lire un chapitre et c'est hyper intéressant. C'est vraiment une très bonne lecture. Donc on suit Phoenix qui commence à comprendre des choses sur son monde, sur qui elle est, sur ce que les Blancs font aux Africains, et c'est à la fois très concret et à la fois très métaphorique, puisque dans cette espèce de tour où elle vit, où on expérimente des choses sur les gens, ce ne sont que des Africains, des personnes d'origine africaine, que ce soit des Égyptiens, que ce soit, je ne sais pas s'il y a des Maghrébins, mais en tout cas pour sûr des Égyptiens, il y a des Nigérians, je sais plus. Je crois qu'il y a une personne du Sierra Leone, enfin bref, en tout cas différents pays d'Afrique, c'est pour ça que je dis africains de manière très large, puisque plein de gens de différents pays d'Afrique. Et donc on a à la fois ce côté très métaphorique de ce que font les colons ont colonisé, de ce que font les blancs aux noirs, ou en tout cas aux personnes racisées. Et on a le côté très concret aussi, puisque on va voir un petit peu comment ça se passe au Ghana, je crois que c'est... Oui, c'est au Ghana. On va voir au Ghana comment ça se passe, et on va voir... la façon dont vivent ces Ghanéens, en sachant qu'on est dans l'anticipation, donc voilà, de X temps, dans X temps en gros, mais ça se rapproche très fort de notre époque à nous, c'est pas si différent, pas complètement différent, et ce qui se passe quand les Blancs arrivent en fait. Et c'est hyper engagé, c'est un texte qui est vraiment ouvertement hyper engagé, plus que les autres que j'ai pu lire d'elle, où il y avait quand même cette histoire générale qui était au-dessus et où on sentait bien les thématiques engagées, on sentait bien les questionnements par rapport au colonialisme, à la mémoire, enfin il y avait toutes ces thématiques qui étaient quand même là, mais là je trouve que c'est plus ouvertement engagé, peut-être, que ne l'étaient les autres. Et c'est pas un jugement de valeur, je dis pas que c'est mieux ou moins bien, hein, c'est mon ressenti général,
voilà, c'est ni mieux ni moins bien, c'est un peu autre chose. Et en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose chez Nnedi Okorafor qui fait qu'on reconnaît les livres de cette autrice avec des personnages assez récurrents. Typiquement, le personnage principal qui est donc une femme noire, qui est grande, qui est très musclée, qui est assez physiquement imposante. C'est quelque chose qu'on retrouve pas mal, je trouve, chez Nnedi Okorafor. C'était le cas dans Qui a peur de la mort. C'est aussi le cas dans Akata Witch, même si c'est plus parce qu'elle est albinos. Mais quand même, du coup, c'est une femme noire qu'on remarque, enfin une jeune femme en l'occurrence, et c'était aussi le cas dans Sankofa. On a aussi le personnage de l'homme positif, et ici c'est un médecin. Dans Qui a peur de la mort, c'était un forgeron, je crois, et c'est assez récurrent dans les livres de Nnedi Okorafor, ce personnage d'homme noir positif qui est souvent assez âgé, enfin quand je dis assez âgé, qui est un adulte quoi, qui n'est pas un jeune homme, et qui détient un espèce de savoir, quelque chose de très respectueux, de profondément bon. Et dans Qui a peur de la mort, elle expliquait que ce personnage-là avait été inspiré par son père. Et je trouve qu'ici, c'est encore plus évident parce que c'est un personnage de médecin. Et vraiment, c'est quasiment le même homme qu'on retrouve entre Qui a peur de la mort et ici. Ils ont beaucoup de traits communs en tout cas. Et donc, on reconnaît certains schémas, on reconnaît certains ressorts narratifs, comme l'histoire de la graine qu'il y avait dans Sankofa et qu'on retrouve ici. Il y a vraiment des liens entre ces livres, que ça soit dans le même univers ou pas. Je ne sais pas si tous se passent dans le même univers. Qui a peur de la mort et ça, et le livre de Phénix, oui, pour les autres, je ne sais pas. Mais on retrouve du coup la patte de l'autrice d'un livre à l'autre. Celui-ci, je trouve, est peut-être moins perché que pouvait l'être Qui a peur de la mort. Qui a peur de la mort, il avait un côté très à la fois concret, réel, violent, dur, et en même temps un côté très 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 perché par rapport notamment à la magie. Et ici par exemple, on va l'évoquer, mais il y a un côté quand même un peu, même si ce côté existe parce que ça fait partie de la culture des personnages, il y a quand même un côté SF plus développé et c'est moins perché, c'est plus facilement compréhensible je trouve, et c'est plus rapide, c'est moins long que Qui a peur de la mort. Donc je pense que si vous avez apprécié Qui a peur de la mort sans l'adorer, mais que vous avez trouvé ça intéressant, le livre de Phénix peut vous plaire parce que c'est plus rapide, c'est plus condensé. Bref, en tout cas moi c'est une lecture que je trouve absolument fascinante, passionnante, où on parle évidemment du regard que portent les Blancs sur les Africains, principalement les Africains, mais les personnes racisées de manière générale, mais ici on parle plus des Africains, c'est-à-dire ce regard qui est biaisé, qui est raciste en fait, hein, et qui fait que plein de gens noirs qui ont grandi aux États-Unis ont ce même regard, quelque part, même en étant conscients que c'est raciste, sur les Noirs africains, parce que la littérature, parce que le cinéma est rempli de ces personnages noirs racistes, enfin, vus de manière raciste, et stéréotypée, et justement elle démonte ça, elle parle de ça, elle parle vraiment de colonialisme en fait, elle parle d'esclavagisme, elle parle d'esclavagisme moderne aussi, comment ça a évolué, elle parle de beaucoup de choses, et franchement c'est hyper intéressant, c'est vraiment hyper intéressant, toujours avec ce côté plein de croyances populaires, plein de cultures d'Afrique de l'Ouest, avec ce côté voilà où on parle encore du juju, où on parle de la magie, où on parle, enfin, et il y a vraiment cette confrontation entre le moderne et ce côté très, très ancestral, on pourrait dire, qui fonctionne très bien pour moi, que j'avais adoré dans Sankofa, que j'avais un peu retrouvé dans Qui a peur de la mort, mais c'était pas aussi net peut-être. Là vraiment, c'est très très chouette. Donc voilà, on suit Phénix qui a été créé dans un but précis, qui apprend à se connaître parce qu'elle est très jeune malgré son apparence physique de femme adulte, qui apprend à connaître le monde qui l'entoure, qui apprend à comprendre ce fonctionnement, voilà, raciste quoi, tout simplement, je pense qu'on peut pas le dire autrement, et c'est hyper hyper intéressant. Ça reste un peu perché mais c'est très très chouette. Bref, je sais pas si je saurais mieux vous en parler, c'est un peu compliqué parce que même si je perçois les thématiques, même si je perçois les messages, n'étant pas concernée, je pense que je n'en parle peut-être pas très très bien et c'est un peu dommage. Voilà, donc du coup, hier, j'ai avancé sur ma liseuse Fils des Brumes. J'ai très bien avancé Fils des Brumes parce que je n'arrivais pas à m'arrêter, parce qu'on rentre dans ce dernier quart de résolution où tout s'accélère, et quand on connaît un petit peu Sanderson, on sait que tout va prendre une place et qu'on va avoir le cerveau retourné parce que c'est
ce qu'il fait, toujours, voilà. Et j'ai hâte de savoir, et je perçois des choses qui se profilent. Je trouve dans l'ensemble que Fils des Brumes c'est très chouette, même si le 1 c'était un peu sujet à caution pour moi, mais c'était quand même très chouette malgré tout. C'était juste peut-être un peu en deçà de ce que je m'attendais de la part de l'auteur, parce que, encore une fois, j'ai lu Rochard, et que Rochard c'est quand même l'aboutissement d'années et de dizaines d'années de travail et d'écriture, et voilà, et Fils des Brumes est passé entre temps, et plein d'autres choses sont passées entre temps, et donc forcément Rochard c'est un peu le summum peut-être de son art, en tout cas pour moi, et forcément Fils des Brumes c'est un peu en deçà, je n'en suis pas étonnée, je m'y attendais, mais ça reste très chouette, ça reste très haletant, très prenant, on veut savoir, enfin, c'est compliqué de s'arrêter quand on commence à rentrer dans cette accélération finale avec Sanderson, je trouve. Ceci étant dit, je trouve quand même qu'il était à l'époque moins subtil que maintenant, parce qu'il y a des trucs... Alors, encore une fois, c'est un jugement par rapport à ce que j'ai lu de lui plus récemment, enfin en tout cas de ses écrits plus récents. Évidemment que ça reste très très bon, hein, on est d'accord, mais c'est vrai que y a des choses, il insiste lourdement, un peu trop à certains moments, et du coup on sait que ça va arriver, que ça va avoir une importance, voire même il y a des trucs que j'ai un peu devinés. Alors ça reste pas trop en amont, donc je suis pas trop spoilée d'avance, mais c'est vrai que je trouve que effectivement dans Rochard c'est beaucoup plus subtil. Mais à quoi bon comparer ces deux sagas qui n'ont rien à voir si ce n'est l'univers, dans la mesure où je crois que 10 ans ou je ne sais plus combien de temps se sont écoulés entre ces écrits, donc évidemment. Bref, donc j'avance ça, j'ai hâte de continuer, j'ai mis en pause parce que je vais laisser le temps à Emeline de me rejoindre, et du coup j'ai attaqué un service de presse que j'ai reçu en numérique de la part de Rivage, et c'est Qui après nous vivrait d'Hervé Lecor, j'ai lu 6%, donc autant vous dire qu'on est sur le début. Pourquoi je l'ai demandé? Parce que c'est un post-apo, et que je suis dans une phase de post-apo, c'est un post-apo français, Hervé Lecor était un professeur de lettres et français, et toujours professeur de lettres, je ne sais pas, en tout cas il l'a été, ça c'est une certitude, et j'étais curieuse de voir ce que ça donnait, en sachant que, vous le savez, je vais toujours dans les écrits d'hommes, et notamment d'hommes blancs, avec précaution, parce que je sais que je ne suis jamais à l'abri, au détour d'une phrase, de tomber sur un truc qui me heurte ou qui m'énerve, mais pour le moment, c'est très bien écrit. Ce qui fonctionne bien pour moi avec les post-apos francophones et qui font qu'ils ont plus d'impact sur moi que les post-apos états-uniens, c'est que c'est des... Comment vous dire? C'est pas la même vie, c'est pas les mêmes tailles d'espace en termes de géographie, c'est pas du tout la même chose. Vraiment, pour moi, les post-apos états-uniens et les post-apos francophones, ça n'a rien à voir. Et je reconnais en fait, sans savoir exactement où c'est, les paysages français et les personnages qu'on peut croiser. Enfin, il y a quelque chose de très familier qui fait que ça prend plus de sens et c'est moins de la fiction pour moi que du post-apo états-unien. Donc bref, du coup, j'ai entamé ça, ça je vous le dis, hein, ça commence, c'est assez violent, c'est un post-apo, mais c'est plutôt intéressant. J'ai lu même pas un chapitre, donc je ne vais pas plus vous en parler. Sachez juste que sur ce début, en gros, on suit un jeune garçon qui est né, je pense, plus ou moins au moment de l'épidémie qui a bouleversé tout, et il est dans un monde ultra violent où il survit avec son père, et il a vu sa mère, enfin il a vu, entendu, ce que vous voulez, sa mère voilà, subir des choses atroces de la part d'hommes qui l'ont ensuite tué. Donc on est quand même sur un personnage de base, ce jeune garçon, ce jeune Léo, qui a priori a pas mal de traumatismes. Donc on va voir où ça mène, on va voir de quoi ça parle, on va voir... J'ai vu une interview d'Hervé Lecor qui était hyper intéressante où il parlait de son livre, et c'était plutôt intéressant, donc je veux voir comment il a mis ça dans son bouquin, et je veux voir si ça va être bien tourné ou si je vais trouver ça sexiste, j'en sais rien. Franchement je ne sais pas, je suis très curieuse de découvrir. Donc je vais lire ça, je vais attendre qu'Emeline me rattrape pour terminer Fils des Brumes, et si tout va bien cette semaine, demain peut-être, ou en tout cas dans les quelques prochains jours à venir, je vais attaquer le tome 3 de Véridienne, donc des récits du demi-loup de Chloé Chevalier, en lecture commune avec Camelot Magicadou, puisqu'elle vient de terminer le second volume, et qu'elle était motivée à enchaîner, et que moi aussi, parce que j'ai laissé un peu trop traîner, et pas tant que ça franchement, entre le 1 et le 2, 6 mois peut-être, et c'était déjà trop. Donc voilà, vous savez tout pour aujourd'hui. Je vais essayer de
concrètement terminer ça aujourd'hui parce que ça se lit vraiment tout seul. Je vous reprendrai, si tout va bien, demain pour vous faire un point lecture, en sachant que demain c'est mercredi. Donc demain c'est la journée où on court partout, mais normalement on devrait réussir à se répartir les tâches. Je ne suis pas seule demain, donc je devrais pouvoir faire un petit plan. Voilà, sur ce je vous laisse. Je vous fais des bisous, on se dit à demain. Coucou, nous sommes mercredi 24 janvier et j'ai terminé 2 livres, donc je reviens vous en parler. Hier j'ai terminé, comme je vous avais dit que je le ferais, et je l'ai fait. J'ai terminé le livre de Phénix de Nnedi Okorafor qui était une très très chouette lecture. Je vous en ai déjà pas mal parlé, je pense que je vous ai beaucoup parlé des thématiques qu'il abordait et il n'y a pas grand chose à ajouter parce que finalement cette fin je ne peux pas tellement vous en parler. Sachez que j'ai trouvé que c'était d'une part très intéressant, c'est un petit peu de la SF d'anticipation, c'est dans le futur et en même temps c'est le passé de Qui a peur de la mort. Donc ça vous donne une idée à peu près de la temporalité. C'est peut-être un petit peu plus clair et compréhensible que Qui a peur de la mort, qui est un petit peu plus perché et où des fois on ne sait pas très bien, surtout sur la fin. Là c'est plus linéaire, plus clair, plus accessible je pense. Et c'est hyper intéressant, c'est comme je vous l'avais dit de manière très directe, engagé puisque on parle ouvertement des thématiques notamment du colonialisme et du racisme et c'est vraiment super intéressant. J'aime beaucoup le point de vue de cette autrice sur tous ces sujets que moi je ne maîtrise pas spécialement, elle beaucoup plus et je trouve qu'elle l'aborde très très bien. Donc c'était vraiment très chouette, c'était vraiment très intéressant. C'est un peu de la science fantasy, hein, c'est-à-dire qu'il y a un peu ce côté oui il y a de la science, oui il y a des questions de modification génétique, mais en même temps, il y a un côté un peu magique et inexplicable. Donc voilà, c'était très chouette, ça m'a plu, j'ai bien aimé, je suis très contente de l'avoir découvert. Donc voilà, c'est assez dur, mais c'est pas aussi trigger que Qui a peur de la mort, clairement pas. C'est quand même beaucoup plus accessible. Après, ça reste quand même dur, ça parle quand même de choses très dures. Ça parle d'expériences sur des gens qui sont torturés, qui sont maltraités. Enfin, il y a quand même, voilà ce côté qui est assez difficile. Je vous recommande si vous aimez ce genre de littérature et ce genre de lecture parce que je pense vraiment que ça peut vous plaire. Ensuite, aujourd'hui avec Pénélope, on a terminé Les Disparus du pays imaginaire. Qui n'a toujours pas retrouvé sa jaquette? Je viens de le terminer, enfin il y a pas très longtemps. C'était une très chouette lecture, c'était très sympa, c'est très young adult quand même, hein, on va pas... Voilà, c'est très young adult, mais c'est très sympa. J'ai accroché avec l'écriture de l'auteur que j'ai trouvé très fluide, très bien menée. Enfin, je sais pas, il y a un truc dans son écriture qui est assez enchanteur et où on est dedans et on n'a pas forcément envie de quitter l'ambiance. D'ailleurs, l'ambiance est très bien réussie aussi, puisque c'est assez sombre, c'est un peu horrifique, ça fait un peu peur. Alors moi qui suis très sensible à ce genre d'ambiance, ça a très bien fonctionné sur moi, ça a très bien fonctionné sur Pénélope aussi, qui n'était pas sereine à certains moments, tout comme moi. Après voilà, ça dépend de votre sensibilité, mais je trouve que quand même dans l'ensemble, l'ambiance est plutôt bien réussie. L'histoire est sympa, c'est une réécriture qui est plutôt bien pensée, puisque ça reprend des choses qu'on connaît de Peter Pan, mais ça les exploite peut-être un peu différemment. C'est pas la lecture de l'année, c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est ce genre de livre qui fait le job. C'est-à-dire que quand vous êtes dedans, vous n'avez pas envie de le quitter, vous avez envie de savoir, c'est plaisant, enfin voilà. J'ai trouvé qu'il y avait des points qui étaient particulièrement bien réussis. Je pense notamment au personnage de Peter qui pour moi était très très bien réussi. J'ai beaucoup aimé la mère de Wendy, qui s'appelle je ne sais plus comment, Marie, je crois. Voilà, elle a perdu 2 de ses enfants au début du livre, hein, déjà. Et je trouve que dans ce qu'elle est devenue suite à ça, la manière dont le personnage gère le deuil, etc., était très très réussie. Vraiment très réussie. Je trouvais qu'elle était très convaincante. J'ai beaucoup aimé l'évolution du personnage de Wendy. J'ai trouvé qu'elle était aussi assez bien réalisée, assez convaincante. Il y avait des moments, très sincèrement, où dans la manière dont elle parlait, dont le personnage parlait, je pouvais entendre la voix de la Wendy de Disney. Donc c'était plutôt réussi pour ça aussi. C'est-à-dire que j'ai facilement associé mes connaissances de Peter Pan à ce livre. C'était une très chouette réécriture. Voilà, j'ai pas grand-chose à en dire de plus. Il y avait de très bons points, il y avait des choses qui étaient très sympas. Il y avait des choses qui étaient un peu plus légères. C'était, par exemple, la résolution qui pour moi reste un peu rapide, un peu évacuée, avec pas franchement de... Je sais pas comment vous dire, pendant 2/3 du livre, voire plus de 2/3 du livre, on ne sait pas comment ils vont faire et quand on arrive à la résolution, en final il y a rien de particulier, quoi. Il n'y a pas de truc à découvrir, enfin je sais pas comment vous dire.
Donc du coup, ça donne l'impression que c'est un peu évacué rapidement. Et en même temps, c'est ce que je disais à Pénélope, je pense que si ça avait duré plus, ça m'aurait saoulée. Puis je pense que cette résolution, enfin, le mystère en soi et la résolution du mystère, enfin la résolution par rapport à l'antagoniste est plutôt un prétexte pour parler d'autres choses, d'autres thématiques et un peu une métaphore par rapport à certaines thématiques que je ne peux pas développer sans vous spoiler. Donc je pense que c'est aussi un peu pour ça que l'auteur a fait le choix d'évacuer un petit peu rapidement, enfin voilà, d'aller assez vite sur la fin. Mais c'était très sympa, franchement, c'était très très sympa. J'ai bien aimé, je trouvais que c'était convaincant et puis ça m'a fait passer un bon moment. Donc voilà. C'est tout ce qu'on demande au livre. Hein. Après, il y a des périodes où les livres sympas vont plus me décevoir et je vais me dire ouais, bof, au final. Et il y a d'autres périodes, quand je suis dans un meilleur état d'esprit, où j'arrive à prendre les livres sympas pour ce qu'ils sont et à me satisfaire d'avoir eu une lecture sympa. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bah là, c'est le cas, on est dans cette période, donc c'est plutôt chouette. Autrement, très rapidement, j'ai avancé la lecture de Fils des Brumes. J'essaie de retrouver, puisque je suis sur 2 livres numériques. Il est ici. Donc je suis à 88% de Fils des Brumes. On est au chapitre 75 avec Emmeline. Et on est dans vraiment l'accélération finale et la résolution finale de tous ces 2800 pages ou 2000, je ne sais pas combien de pages qu'on a lues. Donc évidemment c'est très prenant, c'est très haletant. Il y a des choses que j'aime beaucoup dans ce tome. Enfin, et en même temps ça va dans l'évolution des 3 tomes. Donc voilà. Mais par exemple j'aime beaucoup la manière dont le personnage de Vin évolue. J'aime beaucoup cet esprit très pragmatique qu'elle a. En fait, elle est un autre personnage dont je ne peux pas trop parler sans vous spoiler, mais en gros, il y a cet autre personnage qui est beaucoup plus quelqu'un de réflexion, d'esprit, de peser le pour et le contre, etc. Enfin, voilà, qui est beaucoup plus dans la réflexion. Et Vin, elle est beaucoup plus dans la sensation et dans le pragmatisme. Ça veut dire que quand une situation se présente à elle, même si c'est une situation qui est pas facile et où finalement ça bouleverse tout ce qu'elle pensait savoir, elle va prendre les choses telles qu'elles sont et faire avec. Elle va pas essayer de démêler du pourquoi, du comment, de comment on en est arrivé là. Elle va juste prendre les faits à l'instant T et faire avec pour résoudre le problème et pour avancer dans ce qu'elle doit faire. Et c'est quelque chose que j'aime énormément. Je trouve qu'il n'y a pas tant de personnages que ça qui sont comme ça. Surtout que avec l'écriture de Sanderson, ça passe très très bien. C'est très convaincant, je trouve. Pour moi, ça fonctionne vraiment bien. Il y a pas mal de personnages qui sont développés, qui sont très intéressants. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que dans ce tome, finalement, on a des personnages peut-être plus nuancés que ça pouvait l'être dans les tomes précédents. Alors peut-être que ça l'était un peu dans les tomes précédents et que finalement c'est dans ce moment de résolution qu'on perçoit toute la nuance des personnages, mais du coup c'est quelque chose que j'aime bien. Comme toujours avec Sanderson, tout prend sa place petit à petit et on est sur un dernier quart, je dirais, où petit à petit les éléments se remettent en place. Et c'est ce que je disais à Emmeline, moi ce que j'aime quand je lis ce genre de bouquin, c'est que je perçois très facilement quand l'auteur ou l'autrice choisit de mettre quelque chose en avant. Et donc, j'attends qu'il y ait des réponses par rapport à ça. Ça veut dire que j'ai lu, je pense, ou alors je sais pas, j'ai peut-être un esprit plus analytique, je ne me laisse pas assez porter et je suis là à décortiquer tout le temps, mais en tout cas, je relève très facilement ces moments où on met l'emphase sur un élément, qui soit tout petit, pas grand-chose et qui ne semble pas très important, ou plus gros. Et du coup, moi, j'attends que tout soit coché et qu'on ait tout résolu, parce que pour moi, si l'auteuriste choisit de me parler de ça, c'est que ça a une importance pour la suite, sinon ça sert à rien d'en parler. Donc, ce que Sanderson réussit très bien, c'est qu'il arrive à mettre plein d'éléments en avant, comme ça, à différents moments de son récit, donc étalé sur les 3 tomes. Parfois, on en parle au début et on en reparle plus tard, enfin, il fait ça très très bien. Et à la fin, petit à petit, tout se résout, tout prend sa place dans le grand schéma et il y a une explication pour tout. Et c'est quelque chose que j'aime énormément. Ça veut dire que Sanderson, il ne parle pas de choses pour rien. Et c'est quelque chose qui me frustre beaucoup dans la fantasy, surtout quand on parle de quelque chose qui n'a jamais de résolution. C'est quelque chose que je trouve très frustrant et qui me... J'ai du mal à lâcher sur ça. Et là, effectivement, tout prend sa place et tout a une explication petit à petit et c'est très chouette, c'est très satisfaisant en fait. Cette impression de cocher un petit peu toutes les petites cases et toutes les petites pièces du puzzle qui se remettent chacune à leur place. Voilà. Donc on va terminer ça aujourd'hui avec Emmeline et normalement j'enchaîne. Faut que je redemande à Camelot Magicadou, mais je dois enchaîner sur le tome 3 des récits du Demi-Loup. Je suis très curieuse de continuer. Je vais continuer aussi Après nous qui vivrait d'Hervé Lecor que m'a envoyé Rivage en service de presse numérique,
que j'ai bien attaqué, pas tant que ça, mais j'ai lu un chapitre et demi, en sachant que je lisais tout ce qu'il y avait à côté, c'est pas si mal finalement. C'est un post-apo qui fonctionne bien en termes de reprendre ce que notre société est à l'heure actuelle et étirer un petit peu ses réalités jusqu'où ça pourrait aller si demain tout se cassait la figure. Donc c'est plutôt réussi et du coup c'est très anxiogène. Donc je ne peux pas lire que ça parce que c'est très anxiogène, hein, mais en même temps c'est le principe du post-apo. Soit, donc je vous laisse pour aujourd'hui, je vais filmer un bilan là tout de suite parce que j'ai le temps et on se dit à demain pour un update. J'aurai sûrement terminé Fils des Brumes et j'espère avoir attaqué autre chose. Donc on en reparle demain. Coucou, nous sommes jeudi 24 25, je ne sais plus quel jour nous sommes. 25 donc. Je reviens parce que j'ai terminé un livre et j'ai commencé un autre livre, donc je viens faire un update. J'ai terminé Fils des Brumes, le tome 3, le dernier de la première trilogie, hier avec Emmeline. C'était très chouette, c'était une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé, comme je vous disais hier, et je vais pas trop y revenir, j'ai beaucoup aimé le fait que tout se mette en place. J'ai trouvé que la fin était convaincante parce que l'auteur n'essaie pas de... Comment vous dire ça sans vous spoiler? L'auteur n'essaie pas de conserver des situations passées et de les réadapter en bricolant pour épargner son lecteur. Il n'hésite pas à y aller très franchement et ça me plaît. Après... Très honnêtement, je n'ai pas compris, je pense, le message qui était véhiculé parce qu'il y a toute une réflexion sur le pouvoir et sur l'importance d'un souverain, l'importance de qui est à la tête d'un royaume qui se porte pas bien ou d'un... Voilà, parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est que très rapidement, quand Kelsier, dans le 1, veut abattre l'Empire ultime, c'est pour installer ce qui serait l'équivalent d'une démocratie. Et j'ai pas très bien compris où l'auteur voulait en venir, j'ai pas très bien compris si sa conclusion c'était que les gens ont besoin, malgré eux, d'être pris par la main et c'était hyper infantilisant, ou pas. Je ne suis pas sûre du message qu'il a voulu faire passer et je ne suis pas sûre d'être d'accord avec. Donc j'émets des réserves sur ce message de fond concernant la gouvernance d'un royaume, la gouvernance d'un État, la gouvernance d'un peuple, des peuples, ce que vous voulez. Sur ça, je dois vous avouer que j'émets quand même quelques réserves. Je ne suis pas sûre d'avoir bien saisi le message que voulait faire passer l'auteur. Toujours est-il que sinon, si on enlève cette partie un peu douteuse pour moi, mais voilà, en termes de politique, j'ai trouvé que c'était très chouette, j'ai trouvé que tout c'était très satisfaisant en fait, que tout s'emboîte parfaitement. Donc c'était une très très chouette lecture. Je peux pas dire que c'est un coup de cœur à cause de ce que je viens de vous dire et parce que tout en étant très satisfaisant, il y a des choses malgré tout qui pêchent dans l'ensemble de la trilogie en tout cas, qui font que je ne pourrais pas le placer en coup de cœur. Et je suis très curieuse de continuer le Cosmere avec très grand plaisir, donc on va faire ça avec Emmeline et avec le Discord Exploralif puisque Juliette avait créé le Cosmere Lang et je pense qu'elle va reprendre, je ne sais plus ce qu'elle avait dit en termes de timing et comment ça allait s'organiser, mais je crois que la prochaine lecture prévue du coup c'est Warbreaker, donc je pense qu'on va se faire ça avec Emmeline et on verra comment le Discord s'organise. Avec Emmeline on aimerait aller assez rapidement pour arriver à Rochard et je crois qu'il nous reste du coup avant le tome 1 de Rochard, il faut encore qu'on lise Warbreaker et je crois le tome 1 de la deuxième trilogie de Fils des Brumes. Donc voilà, on va pas traîner, on va y aller et on est motivé et contente de le faire. Donc voilà, du coup, j'ai attaqué hier soir évidemment, vous n'allez rien voir puisque je n'ai pas éteint la liseuse. Voilà, donc j'ai attaqué ça hier, c'est Mère Brumeuse, le tome 3 des récits du Demi-Loup de Chloé Chevalier, que je lis plus ou moins en lecture commune avec Camelot Magicadou. Je dis plus ou moins parce qu'on ne se fait pas de découpage et tout, mais je pense qu'on va s'en parler au fur et à mesure. Je n'ai lu qu'un chapitre, ça démarre très bien, donc ça me convient. J'ai adoré le point de vue adopté dans ce premier chapitre, donc je suis très contente. Je vais voir où ça nous mène, mais en tout cas, on est dans la suite directe du tome 2. Cette fois-ci, il n'y a pas d'ellipse et ça a l'air de démarrer un peu sur les chapeaux de roue, ce qui confirme mon avis sur le fait que le tome 2 était assez introductif, était assez lent et dans l'installation de tout ce qui allait se passer ensuite. Voilà, donc ça c'est pour mes lectures numériques. J'ai aussi continué un petit peu après Nous qui vivrait, mais je vous en reparlerai quand j'aurai avancé parce que du coup, j'ai pas tant avancé. En revanche, j'ai attaqué ce service de presse dont je parle depuis, je pense, une bonne semaine et que j'avais pas encore commencé. Et là, c'est très bien commencé. Donc c'est La plus grande de Davide Morosinotto. J'ai lu 262 pages sur 600, je ne sais plus, 640 à peu près. Donc je suis presque à la moitié, pas très loin de la moitié, et ça se lit vraiment
très 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 bien. Donc on suit le personnage de Shiyu qui est une orpheline chinoise qui vit à Canton, je crois, il me semble. Donc dans la Chine du Sud, donc vraiment dans le coin qui est assez pauvre. Et elle vit chez un aubergiste, elle travaille pour cet aubergiste qui est extrêmement détestable et qui l'exploite et qui est cruel et tout ce que vous voulez. Évidemment il la paie pas, enfin bon, bref, l'horreur. Et donc quand on commence, elle a 6 ans, elle travaille pour cet homme qui est odieux et elle va rencontrer très rapidement un jeune garçon qui a son âge, il me semble, ou peut-être un petit peu plus âgé, qui a un grand-père qui traîne pas mal à l'auberge parce qu'il est alcoolique et que il vient pour assouvir son addiction. Et en rencontrant ce petit garçon, il va lui dire que son grand-père était un shiju, je suis plus sûre, mais bref, un maître d'arts martiaux. Est-ce que c'est d'arts martiaux? Oui, un ancien maître d'arts martiaux. Et elle va, en gros, lui servir à boire gratuitement et exiger de lui, parce qu'elle sait s'imposer, Shiyu, exiger de lui en échange qu'il lui apprenne les bases, tout ce qu'il pourra de cet art, puisqu'elle ne veut plus se faire maltraiter par les autres, parce que elle est petite, que c'est une fille et qu'elle est orpheline, et voilà. Donc ça démarre comme ça va assez vite. Alors c'est un jeunesse, hein, c'est médium à l'école des loisirs, donc je sais plus quel âge c'est, mais c'est assez jeunesse, médium, parce que ça doit peut-être être 12 ans, je pense, 10-12 ans, il me semble, je ne suis plus sûre, mais assez jeunesse. Pour un jeunesse, c'est assez complet, c'est assez bien mené. On apprend plein de trucs sur... Plein de trucs, c'est très mal dit. On apprend plein de choses sur la Chine médiévale, non pas médiévale, 1700 c'est pas médiéval, mais en tout cas sur la Chine d'il y a quelques siècles. On apprend plein de choses sur la piraterie, enfin voilà. Alors je sais pas dans quelle mesure ça respecte l'histoire avec un grand H, mais malgré tout, il y a tout un lexique à la fin et on voit bien que l'auteur blague pas non plus sur les connaissances. Il fait pas tout complètement à l'arrache, hein, puisqu'il y a quand même tout un lexique, plusieurs pages de lexique où on vous explique des termes, notamment par rapport aux tenues des gens, etc. Donc c'est très chouette. D'ailleurs, je vous invite à consulter ce lexique si vous lisez le livre. Il n'y a rien qui vous dit allez voir le glossaire à la fin, donc c'est à vous de le faire et d'y penser. Moi, j'ai mis un peu de temps à calculer qu'il y avait un glossaire, ce qui n'est pas très très malin, parce que du coup... il y a des trucs où j'étais un peu perdue, mais c'est très chouette, c'est très bien fait. Donc voilà, c'est très chouette, franchement c'est très sympa, ça se lit très bien, ça va assez vite, ça veut dire qu'on est sur des parties par tranche d'âge, donc il y a 6 ans, 9 ans, 12, 14, 16, 19, et etc. Donc à chaque fois on passe quelques années, et du coup en fait on a des ellipses temporelles si vous voulez sur une certaine période à chaque fois, mais on arrive à suivre le fil de sa vie, et on voit à peu près comment ça évolue, c'est juste que l'auteur épargne au lecteur toutes les transitions d'apprentissage en quelque sorte, c'est un petit peu ça. Donc je pense que pour un adulte, ça peut être un petit peu frustrant de passer tout ça parce que c'est des choses qu'on aime bien, mais il faut le prendre pour ce que c'est et c'est un très bon jeunesse. Sincèrement, c'est très chouette. Je ne sais pas très bien où on va aller, je ne peux pas trop vous dire. C'est vrai que du coup, l'inconvénient de sauter des passages de sa vie un peu lambda où il se passe rien, c'est que du coup, la construction du personnage reste relativement superficielle, on rentre pas tellement en profondeur, mais en même temps on arrive à comprendre ce qu'elle est, on arrive à peu près à voir ses traits de caractère, enfin ça reste suffisant pour comprendre le personnage, mais c'est vrai qu'en tant qu'adulte, c'est toujours un petit peu frustrant, surtout quand on sent qu'il y a quelque chose derrière et qu'il y a du potentiel. Autre point que je voudrais rapidement évoquer, je ne sais pas dans quelle mesure l'auteur s'y connaît en Chine, en Asie et en culture chinoise, mais c'est vrai qu'on sent que c'est une plume occidentale sur un univers asiatique. Il n'y a pas ce truc, vous voyez, que vous ressentez quand vous lisez vraiment de la littérature asiatique, écrit par une personne dont c'est la culture, qui a baigné dans cette culture, et il n'y a pas cette espèce d'ambiance comme ça qui est un peu impalpable et difficile à définir, mais ça du coup ici ça n'y est pas, c'est très occidental, même si l'univers est bien pensé, même si c'est assez convaincant dans les tableaux, etc. Clairement, je vous le dis, ça reste un auteur occidental, donc ça se sent. En tout cas, vous aurez compris que c'est très chouette, j'aime beaucoup, on la voit pas mal évoluer. Je ne veux pas trop vous en dire parce qu'il se passe plein de choses dans sa vie et je pense que ça se découvre, c'est hyper intéressant, mais en tout cas, elle devient un personnage qui s'émancipe, et ça aussi, c'est très, très bien mené. Elle arrive à passer un petit peu entre les mailles du filet, il lui arrive des choses, elle se fait quand même battre par l'aubergiste, enfin voilà, il lui arrive quand même des choses, mais malgré tout, elle s'en sort bien, et c'est aussi agréable parce que c'est bien de ne pas voir que des personnages maltraités, surtout en littérature jeunesse, donc j'apprécie cette lecture, je vous en reparlerai demain ou après-demain, ou je ne sais pas, je pense que je vais la finir
pour cette fin de semaine et que je clôturerai le vlog avec cette lecture. Voilà. Autre petit point que je vais évoquer assez rapidement, j'ai fait les découpages des lectures des Exploralives, donc Absolu et If We Were Violence de ML Rio et de Margot Dessen. Je les ai postés en post ici et je les ai mis sur Instagram et je les ai mis en story à la une. Donc si vous voulez nous rejoindre pour ces lectures, des découpages sont proposés, vous pouvez les respecter ou ne pas les respecter, c'est à vous de voir, mais ils sont là en tout cas et vous pourrez venir sur le Discord pour parler. C'est tout pour aujourd'hui, je n'ai rien d'autre à vous dire. Ah si, mais très rapidement, j'ai attaqué en lecture commune avec Pénélope la maison aux pattes de poulet. Donc ceci, qui est un SP reçu de la part d'Alba Michel Imaginaire, qui sort le 31 janvier. On a vraiment très peu lu, on s'est juste mis l'eau à la bouche, comme on pourrait dire. Et ça démarre très bien, l'écriture est très plaisante, vraiment, c'est très chouette. Je suis très curieuse de continuer, je vous en reparlerai quand on aura avancé. Vous êtes au fait de toutes mes lectures à l'heure actuelle. J'ai continué mes audios, mais pas suffisamment pour vous en reparler. Pareil, j'ai continué Bookshop and Boondust de Travis Baldree, mais j'ai pas non plus suffisamment avancé pour vous en reparler par rapport à ce que je crois que je vous ai déjà dit. J'espère que je vous en ai déjà parlé, mais sinon on en reparlera demain ou après-demain, et ça ira très bien aussi. Donc sur ce, pour aujourd'hui, je vais vous laisser. J'ai hâte de continuer tout ça, j'ai hâte de vous en reparler, et voilà. Donc on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes vendredi 26 janvier, je viens pour un point lecture qui va être assez rapide parce que je n'ai pas tant avancé que ça. Donc hier j'ai avancé La plus grande de Davide Morosinotto, j'ai presque terminé, j'aurais pu terminer, sincèrement j'aurais pu terminer hier, mais figurez-vous que j'ai eu une migraine hier soir, donc je n'ai pas lu, voilà. Donc du coup j'ai pas fini, mais j'ai presque fini et c'est très chouette. Je reste sur ce que je vous disais hier, mais quand même c'est vraiment une chouette lecture parce que je trouve qu'il y a des très bonnes choses dedans en termes d'empowerment de femmes, en termes de questionnement de la société, de questionnement du pouvoir. Il y a des trucs très sympas. C'est pas le truc le plus poussé du monde, hein, je pense pas que ça a la volonté de l'être, mais c'est très sympa. J'aime beaucoup suivre l'histoire de Shiyu qui évolue dans un monde qui est quand même très difficile, où il y a quand même beaucoup de misère, de pauvreté, où, enfin voilà, c'est vraiment pas évident, et la manière dont elle apprend, dont elle s'en sort, dont elle se bat, c'est, je trouve, un plutôt bon exemple pour de la littérature jeunesse. Ça reste ce genre d'héroïne un peu exceptionnel, ça veut dire que, voilà, il y a un côté un peu élu quelque part, même si pas complètement, mais c'est un bon exemple. C'est une lecture que j'apprécie beaucoup, que je trouve assez différente, assez intelligente, très bien pour de la jeunesse, vraiment hyper intéressante. Il y a des passages un peu violents, mais c'est assez ellipsé, on s'attarde pas. Il n'y a pas de scène explicite, voilà, ça reste jeunesse, c'est dit d'une façon jolie, où on comprend ou on comprend pas, selon notre âge, mais c'est bien fait. Et c'est une lecture que j'aime beaucoup, franchement, je suis à fond dedans, je l'aurais bien terminé, mais j'ai pas eu le temps, donc voilà, je le terminerai pour demain, et je vous ferai un avis final, même si je pense pas que ça va totalement être révolutionné par la fin, même s'il y a une petite attente par rapport à la fin, mais on va voir. On va voir ce que ça donne. Je sais pas encore comment elle va s'en sortir de tout ce bazar dans lequel elle est, mais je suis curieuse de le découvrir. Voilà, et c'est tout ce que j'ai lu hier, puisque j'étais à fond là-dedans et que je voulais le terminer. Voilà, donc j'ai juste un tout petit peu avancé, je crois, le Chloé Chevalier, mais pas tant que ça. Et on n'a pas lu avec Pénélope hier, on s'est un peu foiré sur le rendez-vous lecture de La maison aux pattes de poulet, mais je pense qu'on va bien lire ce week-end parce qu'on aimerait bien on aimerait bien qu'il ne traîne pas trop, et surtout c'était hyper intriguant ce début, donc voilà, j'essaie de pas me mettre trop au soleil. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai lu hier et aujourd'hui. J'ai pas beaucoup lu encore aujourd'hui non plus. C'était un peu la fatigue, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas que chez moi que c'est la fatigue. J'ai l'impression qu'on est pas mal à être fatigué en ce moment. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est la saison qui veut ça? Est-ce que c'est les maladies qui traînent? Mais c'est vrai que du coup on est un peu au ralenti, donc on est sur une semaine un petit peu plus cool plus cool, en tout cas plus calme en termes de lecture que la semaine passée. Mais c'est la vie, c'est comme ça, donc ça n'est pas très grave, on verra comment ça se goupille. Pour terminer le mois de janvier, j'aimerais bien terminer 2-3 autres trucs, histoire de terminer janvier en beauté, hein, j'aurais quand même bien lu ce mois-ci, et voilà. Donc je vous laisse pour aujourd'hui, c'était un tout petit point, mais c'est pas grave, on se retrouvera demain, puis on clôturera. Voilà, à demain. Coucou, je viens vous parler de ça parce que à force de le faire le lendemain, j'oublie des trucs, donc là j'en profite parce que c'est à peu près calme.
c'est vraiment chouette. Sincèrement, c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup la tension qu'il y a dans ce livre. Je trouve que pour un livre jeunesse, il y a de la vraie tension où on s'inquiète vraiment pour les personnages. Il y a des vraies émotions. Et ça parle de personnages matures et âgés, en fait. Et je trouve ça grave cool de... Je trouve ça trop bien. Je trouve ça vraiment bien que l'auteur ait pris le parti de faire de son personnage qui au début est une enfant, bah, devenir une adulte, la faire devenir une adulte, et parler de choses qui ne concernent pas directement les enfants, à savoir par exemple la maternité, mais qui les concernent bah, un petit peu, parce que a priori si c'est des enfants, ils ont des parents, enfin on est d'accord, tous les enfants n'ont pas des parents et pas des bons parents, mais vous voyez ce que je veux dire, ça concerne un petit peu quand même les enfants, le rapport parent-enfant, quoi. Et je trouve ça méga bien qu'il y ait ce parti qui soit pris. Je trouve que les moments de tension sont bien réussis, les moments de comment vous dire sans trop vous en dire, les moments où il se passe des choses et il y a de l'action, et voilà, c'est hyper bien réussi, et ça doit bien fonctionner sur un enfant parce que ça fonctionne sur moi. Donc c'est vraiment une chouette lecture, sincèrement c'est très chouette. Je suis très contente de le lire, j'ai très envie de savoir comment ça va se terminer. Je vous dis finalement le défaut de ce livre, le principal défaut de ce livre, et c'est une question de point de vue uniquement, c'est que finalement, comme il y a pas mal d'ellipses et qu'on saute pas mal de temps, ben c'est plus difficile de suivre l'évolution du personnage à travers le temps, puisque on la voit une petite partie à 6, une petite partie à 9, une petite partie à 12, etc. Et donc, comme on n'a pas cet entre-deux où on la voit évoluer, ben c'est plus difficile quelque part de s'attacher à ce personnage parce qu'on voit pas son évolution. Ceci étant dit, une fois adulte, l'évolution évidemment est ralentie, même si les années passent. C'est plutôt vers l'enfance, adolescence que il y a plein de choses qui se jouent. Donc, dans la partie où elle commence à être adulte, ça passe mieux. Mais voilà, franchement, après je comprends sincèrement ce parti pris d'ellipser. Effectivement, si tu veux faire un livre jeunesse et même parfois un livre adulte et que tu veux parler d'une grande période de vie avec tout en parlant de certains moments du passé pour construire ton personnage vers un but final quand il a 30 ans de plus, évidemment que tu dois faire des choix et que l'ellipse est un choix intéressant qui est plutôt bien fait ici. Avec ses inconvénients et ses avantages évidemment. Mais franchement, je trouve ça plutôt chouette. Sincèrement, je suis assez convaincue par cette lecture. Ça me plaît pas mal. Ce sera pas le coup de cœur de l'année, mais c'est une très chouette lecture. Et voilà. Donc là, je vais le terminer puisqu'il me reste pas grand-chose. Je sais pas, moins de 100 pages, 90 pages, et ça se lit super vite. Donc je vais le terminer ce soir, je vous en reparlerai demain. Mais je voulais vous faire un petit point quand même, parce que c'est vrai que j'ai tendance à reporter les points, à pas les faire au fur et à mesure, et du coup, à plus être dans ces choses que j'ai envie de vous dire à l'instant T, et même parfois en les écrivant, quand je me relis, je suis plus dans la même émotion. Bref. Donc je vous laisse, on se dit à demain. Coucou, on se retrouve, nous sommes samedi 27 janvier, je reviens pour clôturer ce vlog. J'ai terminé la plus grande de Davide Morosinotto, qui était une très chouette lecture. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Ça a des défauts. Ça a objectivement de très bonnes choses et de moins bonnes. Mais mon ressenti est que j'ai aimé cette lecture. Et voilà, c'est comme ça. Bon. J'ai trouvé que c'était très chouette. J'ai bien aimé les messages qui étaient véhiculés de manière générale. J'ai bien aimé le personnage principal que j'ai trouvé forte, mais avec des points faibles et avec des sentiments, des émotions très humaines. J'ai bien aimé le message aussi sur la liberté, j'ai aimé le contexte dans lequel c'était inséré. Enfin, j'ai trouvé que c'était très chouette. Franchement, c'était une très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que pour un jeunesse, ça faisait peur quand il fallait. En tout cas, on avait peur pour les personnages. Ça proposait beaucoup de rebondissements, beaucoup d'actions. Ça prenait pas les lecteurs pour des idiots ou des idiotes, puisque on emploie des vrais termes avec un lexique à la fin, ce que je trouve très intéressant. Comme vous le savez, hein, je vous l'ai déjà dit, moi j'aime bien quand on utilise le bon mot pour parler de la bonne chose, sans essayer de passer par une espèce de traduction qui serait trop approximative. Ouais, franchement c'était chouette, j'étais dedans, j'avais envie de savoir, j'avais envie de rester avec Hugh, j'ai aimé ce personnage, j'ai aimé l'avoir devenir une femme, et j'ai aimé son parcours de vie, avec ses moments douloureux, ses moments plus forts, voilà, et je sais pas, je sais pas si je me suis identifiée ou pas, quelque part un petit peu, mais je trouve que c'est hyper chouette de proposer, comme je vous le disais hier, des personnages adultes dans la littérature jeunesse, parce que je pense pas que quand on est un enfant, on s'identifie nécessairement
qu'à des personnes de son âge en fait. Moi je me souviens que quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup de littérature avec des adultes ou des jeunes adultes pour protagonistes et ça me plaisait aussi et je trouve ça dommage de cantonner l'âge de faire cette espèce de rapprochement où les personnages doivent avoir l'âge des lectrices et en fait pour moi c'est un peu ouais, c'est un peu dommage et là justement ça le fait pas et en même temps comme on commence à la suivre quand elle est jeune et qu'on la voit grandir, évoluer, mûrir, traverser des choses, etc. et des étapes de la vie qui sont bah, en fait un peu normales, c'est-à-dire vieillir et faire sa vie, eh bien je pense quand même que le jeune public qui lirait ça peut se projeter parce que ça reste, il y a quand même, tout en ayant un contexte d'aventure et voilà, pas du tout occidental, etc. Mais il y a quand même des choses qu'on connaît, des socles communs sur certaines choses, comme je vous disais hier, le fait d'avoir des enfants. Alors, c'est pas que ça soit obligé d'avoir des enfants quand on est une femme, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on est un enfant, on a des adultes autour de soi, donc on arrive à se projeter dans ce genre de choses, je pense. Et moi, je le faisais quand j'étais plus jeune, donc je vois pas le problème avec ça. Mais soit, je sais pas trop ce que je dis parce que c'est compliqué d'en parler, je vous en ai beaucoup parlé. Je veux pas trop vous spoiler, je veux vous laisser vraiment découvrir. Je pense que si vous aimez la littérature d'inspiration asiatique, avec des personnages, en tout cas au moins un personnage féminin assez fort, mais d'autres personnages féminins autour d'elle, bien qu'il y ait énormément d'hommes, je le redis, ça n'est pas de la littérature spécialement féministe, hein, mais voilà, qui se passe avec ce contexte ce contexte autour des arts martiaux et tout ça, ça peut, je pense, vous plaire. C'est, je trouve, assez intelligent et assez intergénérationnel comme lecture, je trouve, voilà. Donc je suis contente, franchement je suis contente de l'avoir lu, je suis contente de l'avoir découvert. J'ai été assez touchée par le personnage de Shiyu, donc je suis contente de l'avoir lu, c'était très chouette, voilà. Donc du coup, je voulais vous refaire vite fait un point avant de vous laisser parce que j'ai eu un commentaire qui était très juste, hein, d'ailleurs, c'est pas du tout une critique, qui disait que j'aimais beaucoup de choses. Et en fait, c'est vrai, je me rends compte que j'aime beaucoup de choses. Il y a plein de choses qui me plaisent et ça me plaît plus ou moins. Il y a plus ou moins de défauts, évidemment. Il y a les gros coups de cœur, il y a les choses qui sont très chouettes, etc. Et c'est vrai que c'est un peu le truc du vlog. C'est-à-dire que dans le vlog, je vous parle un peu à chaud de mes lectures. Donc c'est toutes mes impressions à chaud. Et c'est aussi pour ça que je fais des bilans lecture, puisque les bilans lecture arrivent un certain temps après la lecture. Et donc j'ai pu poser mon avis, j'ai laissé un petit peu de temps s'écouler et donc certaines choses sont restées, d'autres se sont un peu effacées, j'ai parfois aussi un regard un peu différent avec le temps et c'est aussi pour ça qu'il y a des bilans lecture. Dans les bilans lecture, je suis, je pense, beaucoup plus, comment vous dire, objective, c'est pas le mot, mais j'ai plus de recul. Donc oui, j'aime plein de choses et je suis très contente parce que je sais que j'ai des périodes où c'est l'inverse, où les lectures qui sont sympas ne vont pas me plaire et je vais être déçue. Et je suis dans le côté verre à moitié vide où si c'est pas génial, et ben ça me déçoit. Et en ce moment, je suis plutôt dans le truc un peu positif de si une lecture est sympa et me plaît, ça me satisfait, j'ai passé un bon moment et c'est ce que je recherchais. Donc bref, tout ça pour vous dire quoi ? Pas grand chose. Tout ça pour vous dire que c'est pour ça que je fais des bilans lecture, que je suis en général plus objective, que le temps ayant passé, je suis plus forcément dans l'émotion et dans l'excitation du moment de lecture et donc j'arrive en général, je pense en tout cas, à extraire vraiment les grandes thématiques, les grandes choses qui m'ont plu ou déplu et c'est pour ça aussi que c'est important de reparler des livres après et pas juste se contenter de l'avis à chaud parce que à chaud des fois des choses qui nous agacent vont très très fort nous agacer et ça va être exacerbé par le moment alors qu'à posteriori c'est une petite chose parmi plein d'autres choses quoi. Donc ça fonctionne dans les deux sens évidemment, donc je vous invite à aller voir mes avis lecture si vous voulez quelque chose de plus concis et peut-être d'un petit peu plus objectif avec un petit peu plus de recul, mais c'est vrai qu'en ce moment je fais de très bonnes lectures et j'en suis très contente, sincèrement, je me passe très bien des lectures comme j'ai pu faire lors de ma lecture de romances de Noël par exemple, je m'en passe très très bien, si je peux m'éviter ce genre de déception et de... Voilà, je le fais avec grand plaisir. Donc voilà, tout ça pour vous dire que du coup, la semaine prochaine, ah oui, parce que je ne vous ai pas dit, j'ai reçu un service de presse que j'avais très très hâte de recevoir, c'est Porcelaine sous les ruines d'Ada Vivalda, donc qui n'est autre que le pseudonyme de Chris Vuklicevic
pour ce type de littérature, donc de romantaisie. Je n'en sais pas grand chose parce que le résumé n'est pas très exhaustif, mais j'ai très hâte de le lire, donc je suis très contente de l'avoir reçu. C'est les éditions Olympe qui me l'ont envoyé, donc c'est un label de chez Gallimard, et déjà il est très très joli, mais en plus elle l'a écrit je crois quand elle était en Écosse, donc j'ai bon espoir qu'on soit dans une ambiance qui m'envoûte et qui me plaise, comme c'était le cas dans Du thé pour les fantômes, mais je vous en reparlerai parce que je ne sais pas trop. Je l'avais reçu comme ça, en épreuve non corrigée. Je l'avais un petit peu entamé, j'en avais pas parlé parce qu'à l'époque c'était beaucoup trop tôt pour en parler. Je l'avais entamé quand je l'avais reçu, donc ça devait être mi-novembre. C'est vraiment très très tôt. Et au final, je m'étais dit que c'était un peu dommage de le lire trop en avance parce que au moment de sa sortie, bah, je saurais plus quoi vous en dire, quoi. Donc du coup, lecture de la semaine prochaine pour sûr, ça sera ça. Quand le vlog sortira, du coup dimanche prochain, le livre sera déjà sorti puisqu'il sort le 1er février, mais vous aurez un avis pas très loin de sa sortie et comme ça vous pourrez vous faire une idée de ce que moi j'en ai pensé et éventuellement en fonction de ce que je vous en dis si ça peut vous plaire ou pas. Donc ça c'est sûr, je le lis la semaine prochaine, j'ai trop hâte. Et qu'est-ce que je dois lire d'autre? Je pense qu'avec Emeline on va se lire Biotaniste d'Anne-Sophie de Vries, c'est ce qu'on s'est dit en tout cas. Je dois terminer avec Pénélope La maison aux pattes de poulet qui était aussi un SP que j'aimerais bien lire rapidement parce que pareil il sort mercredi prochain et que du coup bah encore une fois vous aurez mon avis un peu a posteriori mais assez rapproché de sa sortie quand même pour vous faire un avis. Et je ne sais pas ce que je vais prendre d'autre comme lecture, je vais peut-être essayer de me sortir une de mes reliques, je ne sais pas laquelle, nous verrons bien, mais on en reparlera dans tous les cas sur Instagram parce que je le fais assez au jour le jour sur Instagram et sinon bah, dans le vlog de la semaine prochaine, voilà. Donc c'est le moment où je vous laisse puisque je pense que j'ai suffisamment parlé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des lectures que j'ai pu évoquer. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous les avez lues, si ça vous fait envie. Voilà, comme toujours, ça me fait plaisir de vous lire, d'échanger, de discuter avec vous. C'est quand même un des aspects positifs de YouTube. C'est les commentaires et c'est de pouvoir discuter. Et à force de connaître un petit peu les goûts des gens, c'est drôle, de certaines personnes avec qui j'échange régulièrement par commentaire ou sur Instagram, bah, je finis par connaître leur goût. Donc c'est très drôle, il y a des personnes à qui je pense quand je lis des livres, vraiment il y a des gens à qui je pense, avec qui j'échange régulièrement et je me dis, ah mais ça lui plairait trop. Donc c'est très très drôle. Bref, sur ce, je vais maintenant vous laisser. Je vous souhaite une très belle journée, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!